Bonjour ou rebonjour, merci de me retrouver pour la troisième partie de notre sujet sur les lois de l'univers. Si vous débarquez, eh bien écoutez, bienvenue, mais je vous suggère quand même de regarder les deux vidéos précédentes, puisque celle-ci est en fait la suite. Le lien des vidéos figure dans la description sous la présente vidéo. Dans la première partie, nous avons abordé les 7 principes de manière générale. Dans la dernière partie, dans la seconde partie du coup, nous avons abordé le premier principe hermétique qui est la loi par excellence. Et dans cette partie, nous allons dérouler les 6 autres lois. C'est parti. Dans la seconde partie, dans la dernière vidéo, nous avons donc abordé le principe du mentalisme qui est la loi. Et maintenant, nous allons dérouler les 7 autres principes. Allez, c'est parti. Principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, je rappelle que tout ce qui est en bleu concerne des citations du Kybalion lui-même, qui sont reprises dans le livre Le Kybalion par 3 initiés, et que tout ce qui est en noir concerne des citations des auteurs de ce livre, Le Kybalion, les 3 initiés. Alors, l'univers est divisé en 3 grands plans. Le premier point, c'est que ce principe détaille en fait des plans d'existence. Il y a un plan physique, un plan mental et un plan spirituel. Pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes précédentes vidéos, eh bien, ce qui est ici appelé plan mental, c'est ce que je dénommais plan psychique. Ces 3 plans se fondent les uns dans les autres. Et la division entre eux, elle est arbitraire et artificielle, mais elle permet de faciliter la pensée et l'étude des divers degrés et des différentes formes d'activité et de vie universelle. On peut les considérer comme les 3 grands groupes de degrés dans les manifestations de la vie. Ils nous disent également que la 4e dimension sert à déterminer les différents degrés ou plans. C'est la dimension de la vibration. Les degrés du taux de vibration constituent les degrés des mesures sur l'échelle des vibrations. En d'autres termes, ils constituent les degrés de la 4e dimension. Plus le taux de la vibration est élevé, plus le plan est élevé. Et plus est élevée la manifestation de vie qui occupe ce plan. Jusque-là, je pense que ça reste à peu près clair. Alors, ces 3 grands plans, physique, mental et spirituel, les hermétistes, ils les subdivisent en 7 plans inférieurs, qui eux-mêmes vont être subdivisés en 7 sous-plans. Donc ça fait un sacré paquet de plans. Comme pour les 3 grands plans, il précise que toutes ces divisions sont plus ou moins arbitraires car elles se confondent les unes dans les autres. Par exemple, quelque chose qui est sur le plan inférieur supérieur du grand plan mental va se rejoindre quasiment à quelque chose qui est sur le dernier des plans inférieurs du plan spirituel. Ça va se toucher un petit peu et se fondre. Alors, le grand plan physique, il le divise donc en 7 plans inférieurs. Il y a d'abord, donc je pars du bas, 3 plans qui sont des plans de matière, donc 3 plans de matière qui sont distincts et qu'ils définissent dans le livre. Ensuite, il y a le plan de la substance éthérée. Ensuite, il y a de nouveau 2 plans de matière qui ont, pareil, des natures différentes. Et ensuite, il y a le plan de l'énergie. Dans le grand plan mental, ils mettent alors tous les plans qui sont ici sont intercalés à chaque fois par des plans d'esprits élémentaires. Alors c'est quoi des esprits élémentaires? En mon sens, alors il ne précise pas vraiment de quoi il parle, mais en mon sens, il pourrait s'agir par exemple de l'esprit de la forêt, de l'esprit de la montagne. Et également alors comme il y a plusieurs plans différents, je ne sais pas quel plan est affecté à quoi, mais pour moi, dans ces plans, il y a donc le plan de grands esprits tels que la montagne, la forêt, la rivière, ou etc. Je pense qu'il y a aussi le plan de ce que l'on peut appeler les êtres de la nature. Du genre les fées, les gnomes, etc. Et je pense qu'il y a un autre plan qui est celui que l'on appelle souvent le bas astral, donc là où il y a des créatures de relativement basse vibration. Je pense que c'est ça, les plans d'esprit élémentaires auxquels ils font référence. Je peux pas affirmer que les choses que j'ai citées existent. En tout cas, eux, ils citent ça, et je suppose que c'est à ça que c'est relié. Le plus bas, en fait, des plans inférieurs du plan mental, c'est le plan des esprits minéraux. Ensuite, il y a un plan d'esprit élémentaire. Ensuite, il y a le plan de l'esprit végétal. Ensuite, il y a un plan d'esprit élémentaire.
Ensuite, il y a le plan de l'esprit animal. Ensuite, il y a un plan d'esprit élémentaire. Ensuite, il y a le plan de l'esprit humain. Donc, c'est le plan, en fait, le plus haut des plans inférieurs du grand plan mental. Voilà pour ces subdivisions. Donc, le plan de l'esprit humain, c'est le 7e étage, donc le plus élevé des plans inférieurs, des 7 subdivisions du grand plan mental. Le plan de l'esprit humain, dans ces 7 subdivisions, il comprend ces manifestations de vie et de mentalité qui sont communes à l'homme à des degrés différents. Sous ce rapport, nous voulons mettre en lumière ce fait que l'homme ordinaire, aujourd'hui, n'occupe que la 4e subdivision du plan de l'esprit humain, puisqu'on a vu que chaque plan inférieur était divisé en 7 encore. Seuls les plus intelligents ont franchi la lisière de la 5e subdivision. Il a fallu à notre race des millions d'années pour atteindre cet état, et il faudra un nombre d'années bien plus considérable encore pour qu'elle atteigne la 6e et la 7e subdivision, et pour s'élever au-dessus de cette lumière. Donc voilà ce qu'ils écrivaient là-dessus au début des années 1900. Ensuite, il y a le grand plan de l'esprit. Tout ce que nous pouvons dire est que les 7 plans inférieurs du grand plan spirituel, chaque plan inférieur ayant ces 7 subdivisions, comprennent des êtres possédant de la vie, de l'esprit et des formes aussi supérieures à celles de l'homme d'aujourd'hui que l'homme est supérieur aux vers de terre, aux minéraux ou même à certaines formes d'énergie et de matière. La vie de ces êtres surpasse tellement la nôtre qu'il nous est impossible d'en soupçonner les détails. Leurs esprits surpassent tellement les nôtres que pour eux, nous paraissons à peine penser, et notre processus mental leur paraît à peine un processus matériel. La matière dont leurs formes sont composées provient des plans physiques supérieurs. Plus encore, on affirme que quelques-uns sont habillés de pure énergie. Que peut-on dire de pareils êtres? Donc, il cite qu'il peut s'agir de maîtres, de grande hiérarchie des anges, de Dieu. Au pluriel. Dieu. Et cependant, même les plus grands de ces êtres avancés n'existent que comme des créations de l'esprit du tout et vivent en lui, sujets au processus cosmique et aux lois universelles. Nous pouvons les appeler des dieux, si nous voulons, mais ils sont toujours les frères aînés de la race, les esprits avancés qui ont devancé leurs compagnons et qui ont renoncé à l'extase de l'absorption par le tout, dans le but d'aider leurs amis dans leur voyage sur la voie. Mais ils appartiennent à l'univers et ils sont sujets à ces conditions. Ils sont mortels et leur plan est situé immédiatement au-dessous de celui de l'esprit absolu. J'ai envie de faire un tout petit parallèle. Ils disent que ce sont des êtres en fait qui sont restés pour aider ceux qui sont moins avancés qu'eux et ont renoncé à l'extase de leur absorption par le tout, ce qui me ramène à une chose qui était dite dans le premier principe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il disait que l'objectif en fait dans la vie de l'homme, c'était de monter dans les plans de conscience jusqu'à revenir au tout. Donc j'imagine que c'est à cela que cela fait référence. Peut-être également cela fait-il référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'ascension. Le mot esprit, tel que l'utilisent les hermétismes, signifie pouvoir vivant, force animée, essence intime, essence de vie, etc. Alors, donc l'univers est divisé en 3 grands plans, ça c'était la première partie, sur ce principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Chacun des 7 principes hermétiques est en pleine action sur tous les divers plans physiques, mentaux et spirituels que nous venons donc de détailler. Donc là, résumé, le principe de la substance mentale, donc c'est le premier principe, la loi, s'applique naturellement à tous les plans, car tous sont contenus dans l'esprit du tout. Le principe de correspondance lui-même se manifeste également dans tous, car il existe une correspondance, une harmonie et un rapport entre les divers plans. Le principe de vibration se manifeste sur tous les plans, en fait les différences de vibration, comme nous l'avons expliqué. Voilà, quelque chose qui vibre pas très bas en fait va être dans un bas plan physique et quelque chose qui vibre giga haut va être dans un haut plan du grand plan de l'esprit. Donc tout est question de vibration, c'est ça qui définit justement sur quel plan on est. Le principe de polarité se manifeste sur chaque plan, les pôles extrêmes étant en apparence opposés et contradictoires. C'est marrant parce qu'il y a bien écrit en apparence. Le principe du rythme se manifeste sur chaque plan, le mouvement des phénomènes ayant son flux et son reflux, son maximum et son minimum, son arrivée et son retour. Le principe de la cause et de l'effet se manifeste aussi sur chaque plan, tout effet ayant sa cause et toute cause ayant son effet. Le principe du genre se manifeste encore sur chaque plan, l'énergie créative étant toujours manifeste et opérant sous ses aspects masculins et féminins.
Cet axiome hermétique, donc ce principe, ce qui est en haut, ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, vieux de plusieurs millénaires, implique un des grands principes des phénomènes universels. Dans la suite de notre étude sur les principes que nous n'avons pas encore expliqués, nous verrons encore plus clairement la vérité de la nature universelle du grand principe de correspondance, parce qu'on le voit s'appliquer en fait à tous les étages. Voilà pour ce principe de correspondance. C'est donc un principe d'analogie qui dit que les choses sont vraies à toutes les échelles, et également qui dit que quelque chose qui vient d'un plan supérieur influe sur quelque chose qui est sur un plan au-dessous. Principe de vibration. Rien ne repose, rien ne remue, tout remue, tout vibre. Le mouvement se manifeste partout dans l'univers. Les enseignements hermétiques disent que non seulement tout est en état de mouvement perpétuel et de vibration constante, mais encore que les différences qui existent entre les diverses manifestations du pouvoir universel sont dues entièrement à la diversité du mode et de la période des vibrations. C'est ce que nous venons de dire, en fait, sur les différents plans, en fait, c'est les vibrations qui déterminent sur quel plan on se situe. Mieux encore, alors je dis mais sur quel plan, quelle forme de vie se situe, c'est selon son niveau de vibration. Mieux encore, le tout, en lui-même, manifeste une vibration constante d'un degré si intense et d'un mouvement si rapide qu'il peut pratiquement être considéré comme à l'état de repos. Et là, il cite l'exemple d'une roue. Vous le savez, quand une roue tourne extrêmement vite, visuellement, on a l'impression en fait justement qu'elle est figée, qu'elle ne bouge pas. Il en est donc de même du tout qui vibre tellement intensément que l'on pourrait le considérer à l'état de repos. L'esprit se trouve à une extrémité d'un pôle de la vibration, des formes de matière extrêmement grossières se trouvant à l'autre pôle. Entre ces deux pôles, il y a des millions et des millions de modes et de périodes différentes de vibration. Les molécules dont sont composées les sortes particulières de matière sont dans un état constant de vibration et de mouvement les unes autour des autres et les unes contre les autres. Les molécules sont composées d'atomes, qui de même se trouvent dans un état constant de vibration et de mouvement. Les atomes sont composés de corpuscules, quelquefois appelés électrons, ions, etc., qui sont également dans un état de mouvement accéléré, tournant les uns autour des autres et manifestant un état et un mode de vibration excessivement rapide. Nous voyons donc que, conformément au principe hermétique de la vibration, toutes les formes de matière manifestent de la vibration. Il en est ainsi des diverses formes d'énergie. La science nous enseigne que la lumière, la chaleur, le magnétisme et l'électricité ne sont que des formes de mouvement vibratoire. Toute pensée, toute émotion et tout état mental a son taux correspondant et son mode de vibration. Grâce à un effort de volonté de l'individu ou de plusieurs individus, ces états mentaux peuvent être reproduits, de même qu'il est possible de reproduire un son musical en faisant vibrer un instrument de musique d'une certaine manière. Par la connaissance du principe de vibration appliqué aux phénomènes mentaux, on peut polariser son esprit et lui faire posséder un degré de vibration désiré. On obtient ainsi un contrôle parfait de ses états mentaux, de son caractère, etc. On devient capable de produire sur le plan mental ce que la science produit sur le plan physique, c'est-à-dire des vibrations à volonté. C'est le fameux art de la transmutation mentale dont il a déjà été question lorsque nous avons abordé le premier principe. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce principe de vibration, enfin du moins ce que je peux vous dire à mon niveau et en résumé. Le principe de polarité. Alors ce principe, il est tellement intéressant parce qu'en fait, on peut s'en servir pour plein de choses. C'est génial. Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Donc ça, c'est ce que dit le Kybalion. Hop. Le quatrième grand principe hermétique, le principe de polarité, implique cette vérité que toutes les choses qui se manifestent ont deux côtés, deux aspects, deux pôles, deux extrêmes, avec un nombre considérable de degrés qui les séparent. La différence qui existe entre deux choses qui paraissent diamétralement opposées n'est qu'une différence de degrés. L'esprit et la matière ne sont que deux pôles de la même chose,
et les plans intermédiaires ne sont que des degrés de vibration. Ainsi, la loi et les lois sont les deux pôles opposés d'une même chose. Il en est de même du principe et des principes, de l'esprit infini et des esprits finis. Partout, il y a deux extrêmes. Où vous trouvez une chose, vous trouvez son opposé. Ce sont les deux pôles. C'est ce fait qui permet aux hermétistes de transmuter un état mental en un autre, grâce à la polarisation. Les choses qui appartiennent à des classes différentes ne peuvent pas être changées les unes dans les autres. Mais celles d'une même classe peuvent l'être, c'est-à-dire que leurs polarités peuvent être modifiées. Ainsi, l'amour ne devient jamais l'Est ou l'Ouest, ni le rouge ou le violet, mais il peut se transformer et se transforme souvent en haine. De même, d'ailleurs, la haine peut se transformer en amour grâce à un changement de polarité. Le courage peut se transformer en peur et vice-versa. Les choses difficiles peuvent être rendues faciles. Les choses émoussées peuvent être rendues tranchantes. Les choses chaudes peuvent devenir froides, et ainsi de suite. La transmutation s'accomplissant constamment entre choses de la même classe, mais possédant des degrés différents. Les changements mentaux sont occasionnés par un changement de polarité, par un simple glissement sur la même échelle. Ce changement n'est pas une transmutation d'une chose en une autre chose entièrement différente. Ce n'est qu'une modification de degré dans la même chose. On peut classer les deux pôles respectivement en pôle positif et pôle négatif. Ainsi, l'amour est positif par rapport à la haine. Le courage est positif par rapport à la peur. L'activité est positive par rapport à la non-activité, etc. On remarquera également, ça c'est super intéressant, que le pôle positif semble d'un degré supérieur au pôle négatif et qu'il le domine. La nature tente à accorder l'activité dominante au pôle positif. Avant de dire comment nous pouvons utiliser à notre avantage cette loi, nous allons continuer sur les lois suivantes parce qu'il y a des liens entre elles et vous allez voir comme tout fait sens entre soi et soi. C'est très intéressant. Donc la loi suivante, c'est le principe de rythme. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Dans tout se manifeste un mouvement mesuré, un mouvement d'aller et venue, un flux et un reflux, un balancement en avant et en arrière, un mouvement semblable à celui d'un pendule, un phénomène comparable à celui de la marée entre les deux pôles qui existent sur les plans physiques, mental et spirituel. Le principe du rythme se relie étroitement au principe de polarité. Parce qu'en fait, le rythme se manifeste entre les deux pôles dont le principe de polarité a montré l'existence. Cela ne veut pas dire cependant que le pendule du rythme oscille jusqu'à l'extrémité des pôles. Cela n'arrive que très rarement. Mais l'oscillation se fait d'abord vers un pôle et ensuite vers l'autre. Il y a toujours une action et une réaction, une avance et une retraite, une élévation et un abaissement dans tous les phénomènes de l'univers. Ce principe se manifeste partout, dans les soleils, les mondes, les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux, les forces, l'énergie, l'âme, la matière et même dans l'esprit. Il se manifeste dans la création et dans la destruction des mondes, dans la grandeur et la chute des nations, dans l'histoire de la vie de toutes choses et enfin dans les états mentaux de l'homme. Le pendule oscille de l'été à l'hiver, puis de l'hiver à l'été. Les corpuscules, les atomes, les molécules et les masses de matière, quelles qu'elles soient, oscillent dans le cercle de leur nature. Un repos absolu n'existe pas plus qu'un arrêt complet de tout mouvement. Or, tous les mouvements sont soumis au rythme. Le principe est d'une application universelle. Il peut s'adapter à toute question, à tout phénomène faisant partie d'un des nombreux plans de vie. Il peut s'appliquer à n'importe quelle phase de l'activité humaine. L'oscillation rythmique se fait toujours d'un pôle à l'autre. Le pendule universel est toujours en mouvement. La marée de la vie monte et descend conformément à la loi. Il faut compter avec lui, donc avec le principe de rythme,
Dans la succession éperdue des états d'esprit, des sentiments et des autres changements curieux et surprenants que nous remarquons en nous-mêmes. Mais les hermétistes, en étudiant les effets de ce principe, ont appris en même temps la manière d'éviter, par la transmutation, quelques-unes de ces activités. Ils ont découvert qu'il y avait deux plans généraux de conscience, le plan inférieur et le plan supérieur. La compréhension de ce fait leur a permis d'atteindre le plan supérieur et d'échapper ainsi à l'oscillation du pendule rythmique qui se manifestait sur le plan inférieur. Encore une fois, nous en revenons à cette question non combien importante du mental supérieur, dont il a déjà été question dans quelques vidéos précédentes sur ma chaîne, et dont il sera de nouveau question dans quelques vidéos suivantes tant le sujet est d'importance. Ce mental supérieur, c'est donc celui duquel on choisit, de façon consciente, plutôt que d'être dans le mental inférieur, commandé par les automatismes de notre programme et de notre ego, et transbaluté dans ce brouhaha entre notre émotionnel et notre mental, tout ça de manière complètement automatique en y étant soumis. Alors, je ne sais pas si le mot transbahuté existe, il est sorti comme ça, je le trouve assez cool, donc je vais le laisser au montage. Poursuivons. En d'autres termes, l'oscillation du pendule se produisait sur le plan inconscient, et le plan conscient n'était pas affecté. Donc là, ça va nous faire entrer dans une nouvelle loi, qui est la loi de neutralisation. Donc en fait, ça veut dire que le pendule ne s'arrête jamais, mais qu'en fait, en s'élevant, donc il va d'un pôle à l'autre, du pôle positif au pôle négatif, au pôle positif, au pôle négatif, mais en s'élevant dans notre mental supérieur, eh bien, ça peut rester transparent sur nous, en fait, le moment où il va dans le pôle négatif. Et du coup, il fait son balancement dans notre inconscient et ça ne nous affecte pas. Donc la loi de neutralisation. Elle consiste dans l'élévation du moi au-dessus des vibrations du plan inconscient de l'activité mentale, donc au-dessus de notre mental inférieur qui est pris dans le brouhaha, afin que le battement négatif du pendule ne se manifeste pas consciemment et que le plan conscient ne soit pas affecté. S'élever au-dessus d'une chose ou la laisser passer devant soi revient au même. Le maître hermétique ou l'élève avancé se polarise lui-même au pôle désiré, et comme s'il refusait de participer à l'oscillation de retour ou, si vous préférez, comme s'il niait son influence sur lui, il se maintient ferme dans sa position polarisée et oblige le pendule mental à exécuter son oscillation de retour dans le plan inconscient. La volonté est supérieure à la manifestation consciente de ce principe, bien que le principe lui-même soit indestructible, parce qu'on n'empêche pas le pendule de faire son mouvement. Mais par contre, pour qu'il se manifeste en nous, en fait, eh bien notre volonté nous permet de nous en extraire. Le pendule ne cesse pas un instant ses oscillations, nous pouvons seulement éviter d'être emportés avec lui. Une autre loi est abordée dans ce chapitre sur le principe de rythme, c'est la loi de compensation. Compenser, là c'est dans le sens de contrebalancer. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. Si le pendule n'a qu'une faible oscillation dans une direction, il n'aura qu'une oscillation faible dans la direction opposée. Jusque-là, ça se tient, c'est ce qu'on pourrait observer nous-mêmes en faisant bouger un pendule. Au contraire, une longue oscillation à droite signifie invariablement une longue oscillation à gauche. Un objet projeté à une certaine hauteur à une distance égale à parcourir à son retour. La force avec laquelle un projectile est envoyé à une hauteur d'1 kilomètre est reproduite exactement quand ce projectile retombe sur la Terre. L'homme qui s'amuse profondément est sujet à souffrir profondément. De même, celui qui ne ressent qu'une légère peine est incapable de percevoir une grande joie. Le porc souffre peu mentalement, mais il n'a que peu de satisfaction mentale, il est compensé. D'autre part, il existe d'autres animaux qui sont profondément heureux, mais dont l'organisme et le tempérament nerveux sont l'occasion de très grandes souffrances. Il en est de même en ce qui concerne l'homme. Il y a des tempéraments qui ressentent seulement de faibles degrés de plaisir, mais en même temps de faibles degrés de souffrance. Il en est d'autres, au contraire, qui sont susceptibles de percevoir les joies les plus intenses, en même temps les plus vives douleurs. La règle est que, dans chaque individu, les capacités pour le plaisir et la peine sont balancées. La loi de compensation agit donc ici pleinement. Les hermétistes vont encore plus loin.
Ils enseignent que tout individu, avant d'être capable de ressentir un degré quelconque de plaisir, doit avoir oscillé d'une quantité proportionnelle vers le pôle opposé de ce sentiment. Ils affirment que le négatif précède le positif à ce sujet, c'est-à-dire qu'un individu, s'il éprouve un certain degré de plaisir, n'est nullement obligé de le rembourser avec un degré correspondant de souffrance. Au contraire, suivant la loi de compensation, le plaisir est l'oscillation rythmique succédant à une souffrance subie, soit dans la vie présente, soit dans une incarnation antérieure. Cela jette une nouvelle lumière sur les problèmes de la souffrance. Les hermétistes considèrent que les vies successives forment une chaîne ininterrompue et que la vie actuelle d'un individu n'en est qu'un chaînon. C'est ainsi que l'oscillation rythmique est comprise. Elle n'aurait aucune signification si la vérité de la réincarnation n'était pas admise. La loi de compensation est toujours en action, cherchant à balancer et à contrebalancer, et atteignant toujours son but, même si plusieurs vies sont nécessaires pour que le pendule du rythme exécute son oscillation de retour. Les hermétistes affirment que le maître ou l'élève avancé est capable à un degré considérable d'éviter l'oscillation vers la souffrance grâce au procédé de neutralisation dont nous avons parlé précédemment. Si j'essaie de synthétiser le truc, donc on comprend que déjà le processus peut se passer sur plusieurs vies. À un moment, il y a une souffrance, d'un tel degré, et le pendule du coup va faire un mouvement, et au bout d'un certain temps, arriver à un plaisir, une joie, du même degré. C'est la souffrance qui est le départ. Ensuite, le pendule repart dans l'autre sens, vers la souffrance. Et c'est là que, par la loi de neutralisation, en fait, on peut s'extraire avec notre mental supérieur et faire que ce pendule, il agisse dans notre inconscient et ne pas ressentir ses effets consciemment. Ce pendule, donc, rappelons qu'il est lié à la loi de polarité, même si là on est dans la loi du rythme, pof, pof, pof. Mais c'est lié à la polarité qui va d'un côté à l'autre côté, sans forcément aller jusqu'aux extrêmes. Sixième principe, le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc là, c'est pas la loi avec le L majuscule de la loi, c'est la loi, donc c'est la loi de cause à effet. Donc c'est la causalité, cette loi. Cette loi régit tout l'univers, donc elle régit pas le tout, puisque le tout, il est en amont de l'univers, ok? Mais elle régit tout l'univers. Rien n'arrive par hasard, un pur hasard n'existe pas. Tout phénomène est continu, sans aucune exception. Alors là, c'est intéressant, cette idée de phénomène. Les phénomènes de l'univers sont du domaine de la loi et de l'ordre. Tout événement a sa cause, son pourquoi. Rien n'arrive jamais sans une cause, ou mieux, sans une succession de causes. Jamais une chose ne cause ou ne crée une autre chose. La cause et l'effet intéressent simplement les événements. Un événement est ce qui vient, ce qui arrive, ce qui se produit comme résultat ou comme conséquence de quelque événement précédent. Un événement ne crée pas un autre événement. Il en constitue un maillon, dans la grande chaîne ordonnée des événements sortis de l'énergie créative du tout. Toute pensée que nous avons, tout acte que nous accomplissons, a ses résultats directs et indirects, qui tiennent leur place dans la grande chaîne de la cause et de l'effet. Le maître peut changer ses bons plaisirs et ses volontés en d'autres sentiments situés à l'extrémité opposée du pôle mental. Il est capable de vouloir, au lieu de vouloir parce qu'un sentiment quelconque, un état d'esprit, une émotion ou une suggestion environnante éveille en lui un désir ou une tendance à agir ainsi. Cette notion de vouloir aussi, c'est quelque chose du coup qui se place du niveau du mental supérieur, celui qui observe et qui choisit, et pas du mental inférieur qui est soumis à tout ce qui se passe autour et qui agit plus ou moins dans l'inconscient. Tout est gouverné par la loi universelle. Donc là on parle de la première loi, hein, l'univers est tout est esprit et l'univers est mental. Tout est gouverné par la loi universelle. La quantité innombrable de lois n'est qu'une manifestation de la seule grande loi, la loi qui est le tout. Les enseignements hermétiques nous disent que l'homme peut se servir de la loi pour maîtriser les lois, et que la volonté supérieure prévaut toujours contre la volonté inférieure, jusqu'au moment où elle atteint l'état par lequel elle cherche refuge dans la loi elle-même, et par lequel elle oblige les lois phénoménales à s'incliner.
Ce que je comprends moi de ça, c'est que si tout est esprit, que l'univers est mental, par le principe de la loi de correspondance, cela s'applique également à nous, en fait, sur une échelle différente, et que c'est donc en utilisant la loi, que tout est esprit et que l'univers est mental, que par notre mental supérieur, on peut, de fait, transcender les autres lois. Dernier principe, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose. Alors ce principe, je vous avoue que c'est celui qui est le moins détaillé dans le livre, donc voilà, ça va être un peu plus court que sur les autres. Le principe de genre. Il y a un genre en toute chose. Tout à ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Le genre se manifeste dans toute chose. Les principes masculins et féminins sont toujours présents et actifs dans toutes les phases d'un phénomène, sur n'importe quel plan de vie. Le genre dans son sens hermétique et le sexe, dans le sens ordinaire du mot, ne sont nullement la même chose. Le sexe est simplement une manifestation du genre sur un certain plan, du grand plan physique, le plan de la vie organique. Genre dérive d'une racine latine signifiant engendrer, procréer, faire naître, créer, produire. Le but du genre est seulement de créer, de produire, d'engendrer, etc. Et ces manifestations sont visibles sur n'importe quel plan de la vie phénoménale. Le rôle du principe masculin semble être de diriger vers le principe féminin une certaine énergie inhérente et de mettre ainsi en activité le processus créatif. Mais le principe féminin est toujours celui qui accomplit le travail actif créateur. Il en est ainsi sur tous les plans. Et cependant, l'un ou l'autre principe isolé est incapable de créer sans l'assistance de l'autre. Tout dans le monde organique manifeste ces deux genres. La forme masculine est toujours présente dans la forme féminine, et vice-versa, la forme féminine est toujours présente dans la forme masculine. Effectivement, parce que si ce principe, en fait, il faut l'entendre par le fait d'engendrer, eh bien, le fait de créer quoi que ce soit, en fait, pas forcément au niveau de la procréation de la race, je veux dire, de l'espèce, le fait de créer quoi que ce soit fait que l'on met en œuvre, en fait, en nous ces deux principes. Ces deux principes qui, par là même, sont, en fait, une forme de polarité également. Comme si le masculin et le féminin étaient deux choses opposées et complémentaires, mais en fait qui révélaient de la même chose, de ce principe qui permet de créer. Il y a un autre chapitre sur le genre qui est le chapitre sur le genre mental, qui est assez mystérieux, j'ai juste mis une petite phrase. Le principe masculin de l'esprit correspond à ce que l'on appelle l'esprit objectif, l'esprit conscient, l'esprit volontaire, l'esprit actif, etc. Le principe féminin de l'esprit correspond à ce que l'on appelle l'esprit subjectif, l'esprit subconscient, l'esprit involontaire, l'esprit passif, etc. Je vous avoue mon propre opinion sur le sujet, donc ça n'a pas été écrit dans le Kybalion, hein, c'est ce qu'écrivent les initiés dans leurs livres. Ça me semble un principe qui vaudrait le coup d'être remis à jour. Je dirais pas misogyne, mais bon, un truc un petit peu dans le style, je trouve que c'est assez mal exprimé. Et que c'était tout simplement mieux exprimé précédemment, en fait, parce que ce que j'avais cité moi, c'est qu'en fait, si on a tous du masculin et du féminin, c'est ça, en fait, la combinaison des deux qui nous permet de créer des choses. Voilà, je le vois plus comme ça, chacun ayant bien sûr ses aspects et ses qualités particulières, qui sont chacune nécessaires, la combinaison des deux, et ce qui permet le processus créatif. Voilà pour ces 6 et donc ces 7 principes hermétiques. Alors si je devais tenter une conclusion à ce stade, une synthèse, donc qui vient de moi, donc pardonnez-moi si vous la trouvez imparfaite. Je dirais qu'il y a déjà ce premier principe, la loi, qui dit que le tout est esprit, et qu'il c'est par son mental, en fait, par une énergie mentale, qu'il a créé l'univers. Que par la seconde loi, le principe de correspondance, ce qui est vrai à l'étage du tout, de l'univers, est également vrai à notre étage. Que par le 7e principe, le principe de genre, grâce à nos aspects masculins et féminins, nous avons nous-mêmes la possibilité de créer des choses de par notre mental. Voilà comment je mets un petit peu en lien tout ça. Donc le principe de vibration, je sais pas trop quoi en dire de plus que ce qui a déjà été dit. On comprend que dans les plans de correspondance, dans les divers plans en fait, les choses qui vivent dans chaque plan, eh bien ont le degré de vibration qui est dédié à ce plan-là. Et qu'en montant en vibration,
on change automatiquement de plan. Ensuite, il y a toute la partie qui est ultra intéressante sur le principe de polarité, le principe de rythme et le principe de cause à effet, et qui nous montre que par la loi de correspondance, eh bien, nous pouvons appliquer le principe du mentalisme et par notre mental, en fait, nous extraire de certaines lois. Donc il y a déjà cette idée de polarité, que chaque chose a, entre guillemets, deux opposés, avec un pendule qui balance toujours de l'un à l'autre. Rappelons aussi qu'il a été dit que le pendule part toujours du négatif, donc on ne doit pas rembourser par une souffrance si on a eu un plaisir. C'est plutôt l'inverse, on a une souffrance, et bien derrière on va avoir un plaisir. Mais le pendule reviendra immanquablement vers la souffrance. Mais en utilisant, grâce à la loi de correspondance, le principe de mentalisme, on peut s'extraire de cela pour créer avec notre mental une nouvelle situation dans laquelle, par notre volonté, avec ce fameux vouloir, donc un vouloir choisi et pas commandé par l'ego, l'inconscient, les émotions, etc., dans laquelle, avec notre volonté, nous nous polarisons sur le pôle que nous désirons, et que du coup, lorsque le pendule revient dans le négatif, en fait, cela se passe dans notre inconscient et nous n'y soyons pas soumis consciemment. Je pense que là s'applique notamment le principe de cause et d'effet. Eh bien, si je me positionne sur telle polarité, l'effet, ça va être que l'événement suivant, eh bien, je vais pas être touché par le côté négatif, en fait, du pendule. Voilà à mon niveau ce que je peux me permettre de faire comme synthèse sur ces lois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous allons voir les autres principes et lois hermétiques et également les lois qui sont proposées sur Internet. Mettez un petit pouce si vous avez aimé et retrouvez-moi quand vous le souhaitez pour la dernière vidéo. À très vite.